Le gouvernement se fait dans la douleur. Parce qu'on est en train de réinventer aujourd'hui une nouvelle pratique de notre régime, qui est qu'en fait, jusqu'à présent, en fait, que ce soit en période de régime normal classique ou en période de cohabitation, on était sous ce qu'on appelle le fait majoritaire depuis 1962. Et donc, de fait, les partis qui arrivaient en tête aux élections législatives étaient naturellement appelés à Matignon, que ce soit en cas de cohabitation en 1986, où c'est Jacques Chirac qui a appelé, puisque la coalition RPR-UDF est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais également lorsque la gauche est aussi en période de cohabitation, avec la gauche plurielle de Lionel Jospin, où la coalition naturelle de la gauche fait que le Parti socialiste qui la domine est naturellement appelé à Matignon. Or là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, de fait, on est obligé de réinventer de nouvelles pratiques, et notamment une pratique que nous n'avons jamais fait, c'est-à-dire mener une coalition. Et lorsque l'on voit aujourd'hui cette coalition de ce qu'on pourrait appeler le bloc central, qui va du MoDem jusqu'aux Républicains, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté, c'est que tous ces partis-là sont concurrents, mais ils sont aussi solidaires entre eux. C'est-à-dire que si, par cas, et on l'a vu lorsque Michel Barnier avait des difficultés à nommer un gouvernement et qu'il a dit peut-être que je pourrais jeter l'éponge, tous les partis ont dû rogner sur leur ligne rouge parce que justement, si Michel Barnier n'arrive pas à son objectif, alors effectivement, toutes ces personnes-là vont perdre quelque chose, puisque que ce soit dans le cadre de législatives anticipées ou dans le cadre de la présidentielle, les partis du bloc central restent en difficulté d'un point de vue électoral, puisque quand on regarde les élections législatives, ce sont eux qui ont perdu le plus de nombre de députés. Est-ce que, Maître Alain Bensoussan, les électeurs ont aujourd'hui de quoi se sentir C'est exactement l'idée que je me faisais du sujet, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, le président de la République a provoqué le chaos dans notre pays. Il a justement fait en sorte que la Ve République, qui était un régime stable avec ce fait majoritaire, soit transformée en 4e République, c'est-à-dire avec une tripartition de la vie politique qui se retrouve à l'Assemblée nationale, malgré le fait que nous avions un parlementarisme rationalisé et également un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours qui faisait en sorte de former des majorités. Le président de la République, en faisant une dissolution après les élections européennes, où on avait vu déjà les messages qu'avaient envoyés les Français, c'est-à-dire il faut partager le pouvoir et surtout vous ne pouvez plus être seul aux manettes du pays. Ce message-là, du coup, a été répété par les Français lors des élections législatives. Et donc maintenant, effectivement, le président de la République n'est plus en capacité de mettre d'une quelconque ligne rouge, puisque de toute façon, il a perdu les élections. C'est le parti qui a quand même perdu le plus de députés sur cette élection législative. On dit souvent qu'il n'y a pas de vainqueur de ces élections, c'est vrai, mais il y a un perdant, et le perdant, c'est la Macronie aujourd'hui. Politique migratoire à l'égard des flux clandestins. Toujours est-il que lorsque les pays européens durcissent leur protection aux frontières, notamment les protections aux frontières, parce qu'il y a des frontières quand même malgré l'espace Schengen, on s'apercevra qu'effectivement la France, mais d'autres pays comme l'Espagne, vont souffrir de cette reconfiguration des flux migratoires. Ce que l'on voit, ce à quoi on assiste finalement, c'est à la mort du pacte asile-immigration qui avait été voté au Parlement européen il y a quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'il nous avait été vendu par Valérie Hayé pendant la campagne aux élections européennes. C'était censé être une réponse collective en fait à ce défi migratoire. Or, ce que l'on voit, c'est que les réponses nationales actuellement permettent davantage de répondre à la question de la protection des frontières plutôt que les réponses européennes. La réponse européenne collective aujourd'hui ne fonctionne pas parce que l'Europe aujourd'hui sous-investit de manière structurelle dans le budget à la protection aux frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe dépense 3% de son budget pour protéger ses frontières. À titre de comparaison, c'est plus de 30% pour la politique agricole. Donc on peut se poser la question par rapport au fait que la crise migratoire n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de migrants qui vont vouloir venir en Europe, puisque de toute façon, la dynamique démographique en Afrique fait qu'il y aura de plus en plus de migrants qui vont se presser aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, 30% des 100 millions de migrants ont pour destination finale l'Union européenne ou un pays de l'Union européenne. Et donc, face à ce défi migratoire, il va falloir que les pays européens anticipent des solutions. Et donc, c'est pour cela que les pays européens anticipent des solutions qui sont nationales. Et donc, la France devrait s'inspirer de ce qui se fait justement en Suède, aux Pays-Bas ou en Allemagne pour renforcer à la fois la protection à ses frontières, en rétablissant les contrôles aux frontières frontières françaises et donc en demandant une exemption au traité de Schengen temporaire, mais également faciliter les expulsions des délinquants, des criminels et de toutes les personnes qui sont soumises à une OQTF, parce qu'aujourd'hui, une partie des règles de l'Union européenne empêche cela, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Maître Alain Bensoussan, c'est mécanique. Si les pays autour de nous durcissent... Ils ne demandent même pas l'asile, donc c'est des clandestins. Et les Français, aujourd'hui, veulent qu'on soit très très dur avec les clandestins.
Mathieu Hoc. Oui, ce type d'association, ce sont un peu les cabinets de conseil des migrants. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui assistent aujourd'hui, qui organisent l'immigration sur notre sol, d'une part en organisant justement l'arrivée des clandestins, en leur donnant quasiment tous les droits d'une certaine façon et tous les artefacts pour pouvoir justement outrepasser le droit. Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'associations, notamment d'associations d'extrême gauche ou écologistes, qui organisent l'immigration dans notre pays, alors qu'effectivement, comme Jules l'a rappelé, les Français y sont défavorables en majorité, à plus de 75 à 80% selon les enquêtes d'opinion. Et ce sont des personnes aujourd'hui qui justement fournissent une assistance juridique pour pouvoir justement outrepasser le droit. Par exemple, quand vous prenez un exemple sur les exécutions, sur la non-exécution de QTF, il y a 20% d'entre elles qui ne sont pas exécutées parce qu'il y a des vices de procédure qui sont justement repérés par ces associations qui conseillent les migrants, parce que dans leur matrice idéologique, il faut que la France accueille davantage d'immigration, alors que les Français aujourd'hui y sont défavorables. Alors, deux aspects importants de ce que vient de dire Mathieu Hoc que je soumets à Maître Alain Ben, ce sera finalement à partir de lundi. Tout à fait, parce qu'en réalité, Michel Barnier, il a 3 chefs. Il a l'opinion publique, et on a vu effectivement que, par exemple, quand il a mis en place certains totems comme plus de justice fiscale, dans l'opinion publique, ça a réagi justement de manière plutôt positive sur certaines questions, mais également les gens ne veulent pas plus d'impôts, donc il doit composer avec l'opinion publique, et c'est pour ça qu'on dit que Michel Barnier est dans l'enfer de Matignon, c'est qu'il faut gérer l'opinion publique. Ensuite, après, il a un deuxième chef qui est Emmanuel Macron, qu'il a quand même nommé et qui peut le révoquer quand il le souhaite, et qui doit justement, et Michel Barnier va devoir composer avec certaines lignes rouges, comme par exemple sur la nomination de certains profils au gouvernement, comme celle qui était pressentie pour le ministère de la Famille. Laurence Garnier. Laurence Garnier, merci beaucoup. Et le troisième chef de Michel Barnier, c'est l'Assemblée nationale, et c'est notamment effectivement les présidents de groupe de ce qui composera sa majorité. Parce que on est quand même là face à une majorité, même si celle-ci est très friable, c'est une majorité, puisque sinon, on ne peut pas dire aujourd'hui que les Républicains sont arrimés au bloc central sans dire que Michel Barnier dispose d'une majorité, puisque en réalité, quand on additionne l'ensemble des députés, que ce soit les députés des Républicains jusqu'à l'ancienne majorité présidentielle, on s'aperçoit qu'il y a une majorité très relative, certes, mais elle existe à 230 députés. Or, la difficulté que va avoir Michel Barnier, c'est de faire composer l'ensemble de ces personnels qui ne pensent pas comme eux, qui sont, comme je le disais, concurrents d'une certaine façon pour la présidentielle et dans le cadre de législative, mais également solidaires, parce que si Michel Barnier rate son mandat, alors effectivement, tous ces partis-là vont prendre un coup. Emmanuel Macron qui a... L'Europe et l'Occident, d'un point de vue plus global, vivent ce qu'on appelle une seconde révolution conservatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde un petit peu les différentes aires politiques qui ont marqué l'Europe et l'Occident depuis les années 80, on s'aperçoit qu'il y a eu la première révolution conservatrice avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, où on a vu effectivement le néolibéralisme triompher avec l'idée que l'État doit se retirer sur certaines prérogatives, notamment sur les prérogatives, et donc se retirer des prérogatives économiques pour gérer tout ce qui est régalien. Là, on assiste aujourd'hui, depuis 2016, donc avec le vote du Brexit, donc en 2015, le vote du Brexit, puis l'élection de Donald Trump, à une seconde révolution conservatrice qui est appelée des vœux de la part de l'ensemble des peuples occidentaux, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et c'est pour cela aujourd'hui que vous avez des gouvernements qui soient de gauche, sociodémocrate, ou de droite nationale ou droite chrétienne-démocrate, par exemple, qui justement sont en faveur de davantage réguler les flux migratoires. C'est le cas effectivement dans les pays européens, mais c'est également le cas aux États-Unis. Les 2 seuls pays aujourd'hui qui échappent à cette seconde révolution conservatrice, pour l'instant, en tout cas du point de vue des élites, sont la France et le Canada. Mais la France, on voit bien aujourd'hui avec le nouveau Parlement et la nouvelle donne politique que nous avons à l'Assemblée nationale, que l'on va de plus en plus vers une régulation des flux migratoires, même si nous avons une problématique qui est le Conseil constitutionnel qui a censuré le texte du Sénat de la loi immigration, et donc il faudra un bras de fer juridique avec ces institutions pour pouvoir mettre en œuvre une véritable politique migratoire. Et c'est dans ce contexte que la mairie de Marseille, la mairie de Benoît Payan, le conseil municipal a voté hier l'attribution d'une subvention de 130 000 € à l'ONG. Mais quand même, la France a le droit aussi d'avoir son agenda et ses choix politiques et financés. Oui, alors moi, à ceci près quand même qu'effectivement, l'Europe ne sanctionnera pas la France et il n'y aura pas d'amende contre la France. En revanche, ça doit nous alerter sur un sujet qui est quand même essentiel. Ce sont les dérapages budgétaires. Parce qu'en réalité, on a aujourd'hui, effectivement, comme l'a rappelé Jules, un déficit public qui est excessif, parce qu'on est à plus de 5,5%. Mais également, on a surtout des dérapages. C'est-à-dire qu'en fait, on a une administration et un gouvernement, et M. Le Maire est responsable de cela, qui a sous-évalué le déficit. Aujourd'hui, le déficit pour l'année 2025, il est prévu à 6,2% du PIB. On a l'impression
que c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard qui sont à la tête du pays. La réalité aujourd'hui de notre situation budgétaire est véritablement catastrophique et ça fait surtout 2 années de suite qu'on a des déficits, qu'on a justement des dérapages budgétaires. L'an passé, on était à 11 milliards de dérapages. Là, cette année, on est à 16 milliards. Ça fait 27 milliards juste de dérapage, donc de dépenses, de déficit supplémentaires. C'est l'équivalent de 2 réformes des retraites à taux plein, à régime complet. Et surtout, ce qui serait très bizarre, c'est que l'Union européenne sanctionne